Merci de nous suivre. Bienvenue au journal de Truth TV, les titres de l'actualité. Au sommaire, c'est un général très attendu qui est passé à la barre ce matin. Gilbert Diendéré a nié ce lundi avoir été le cerveau de la tentative du coup d'État de septembre 2015 au Burkina Faso. On en parle. En Somalie, en tout 22 morts et plus d'une dizaine de blessés ce lundi. 7 personnes ont trouvé la mort dans l'explosion d'un véhicule piégé à Mogadiscio et 15 autres ont été tués par des islamistes dans un centre soufi. Voilà pour les titres. Bonsoir et bienvenue. Je vous le disais en titre, c'est une étape très attendue dans ce procès marathon, celui du putsch manqué de septembre 2015 au Burkina Faso. Le général Gilbert Diendéré, qui avait regretté ce coup de force, a nié ce lundi avoir été le cerveau de la tentative de coup d'État au Burkina Faso. Gilbert Diendéré est poursuivi, il faut le rappeler, pour attentat à la sûreté de l'État, meurtre, trahison, incitation à commettre des actes contraires au règlement et à la discipline, coups et blessures volontaires. Le compte-rendu est signé Élisée Bachionou. À la barre ce lundi 26 novembre, le général Gilbert Diendéré, ancien chef d'état-major particulier de la présidence du Faso, dit ne pas se reconnaître dans les faits à lui reprocher. Contrairement à ce qu'il avait confirmé à la presse au moment même des événements en septembre 2015, celui-ci dit ne pas être le commanditaire du putsch du Conseil national pour la démocratie CND mis en place par le régiment de sécurité présidentielle RSP. Il a reconnu tout de même avoir posé des actes qui pourront l'impliquer dans cette affaire. Durant tout le temps de son audition, le général s'est beaucoup penché sur les questions de généralité, c'est-à-dire les jours qui ont précédé les 30 et 31 octobre 2014 et le 16 septembre 2015. Un peu plus loin dans sa narration, le général a déclaré, je cite, « Je me suis vu obligé d'être au devant des choses malgré moi. Ma décision a été celle de contribuer à calmer la colère des hommes, notamment le RSP. Son conseil a formulé une requête de suspension pour reprendre le lendemain. L'audition se poursuit ce mardi à 9h au tribunal militaire de Ouagadougou. Au Mali voisin, la mort du chef djihadiste Amadou Koufa, annoncée ce week-end par les autorités françaises et maliennes à l'issue d'une opération militaire conjointe, constitue un succès significatif dans la lutte contre le groupe armé dans le centre du Mali où se concentre l'essentiel des violences qui déchirent le pays. Amadou Koufa, prédicateur radical malien, est apparu il y a 3 ans dans le centre du Mali où lui sont attribués plusieurs des violences qui, mêlées à des conflits intercommunautaires, ont fait plusieurs centaines de morts depuis le début de l'année. En Somalie, au moins 7 personnes ont trouvé la mort ce lundi dans l'explosion d'un véhicule piégé dans un marché très animé à Mogadiscio, la capitale. On comptabilise également 5 blessés. L'explosion s'est produite après que les forces de sécurité ont arrêté un véhicule suspect au marché dans le sud de la ville. Et puis tôt ce matin, 15 autres personnes ont été tuées par des islamistes dans un centre soufi. 10 autres personnes ont été blessés dans la ville de Galkayo, au centre de la Somalie. Le point dans cet élément. Au moins 7 personnes ont été tuées et 5 blessées lundi dans l'explosion d'une voiture piégée sur un marché très animé de Mogadiscio, la capitale de la Somalie, a-t-on appris de sources policières et auprès de témoins. Selon la police, les forces de sécurité ont intercepté un véhicule suspect à l'entrée du marché de Kaogodei dans le sud de Mogadiscio et forcé le chauffeur à en descendre quelques minutes avant qu'il n'explose. Le suspect est maintenant aux mains des forces de l'ordre selon le responsable de la police. L'attaque n'a pas immédiatement été revendiquée, mais les militants islamistes Shebab font régulièrement exploser des véhicules piégés à l'entrée d'hôtels ou de bâtiments publics à Mogadiscio. En 2017, ce même marché de Kaogodei avait été la cible d'un autre attentat à la voiture piégée qui avait fait au moins 39 morts. Les Shebab ont revendiqué une attaque lundi à l'aube contre un lieu de culte à Galkao dans le sud, dans laquelle au moins 15 personnes dont le chef d'une secte soufi locale ont été tuées et 10 blessés. Chassés de Mogadiscio en 2011, les Shebab affiliés à Al-Qaïda ont ensuite perdu l'essentiel de leur bastion. Mais ils contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats suicides, y compris dans la capitale, contre des objectifs gouvernementaux, sécuritaires ou civils.
Et dans le même ordre, cette fois on parle d'enlèvement. 15 filles ont été enlevées vendredi dernier par le groupe djihadiste nigérien Boko Haram dans le sud-est du Niger. À Difa, des parlementaires de cette région proche du Nigeria demandent au gouvernement de prendre des mesures pour retrouver ces filles. Il y a eu des enlèvements massifs de 15 femmes vendredi nuit dans les environs de Toumour, une commune située à l'est de la ville de Difa, a déclaré devant la presse Lamido Moumouni, le porte-parole des parlementaires. Les premières informations samedi avaient fait état d'une dizaine de jeunes filles kidnappées, un rap immédiatement attribué à Boko Haram. Les élus de Difa ont demandé au gouvernement un déploiement militaire massif pour mettre en confiance les populations de Toumour qui vivent des moments extrêmement difficiles. Suite aux différents événements qui sont intervenus ces derniers temps, j'allais dire les 3 derniers jours à Toumour. D'abord une tuerie de 8 personnes, ensuite des enlèvements massifs aux environs de Toumour, de 15 femmes hier nuit. Nous demandons au gouvernement, malgré tous les efforts qu'il a déjà engagés, de prendre instamment des mesures pour pouvoir, en ce qui concerne les femmes qui sont enlevées, pour pouvoir rechercher immédiatement ces femmes-là, les retrouver et les ramener dans leur foyer. Ensuite, de prendre des mesures urgentes pour mettre les populations de la région, j'allais dire de la zone de Toumour, le village de Toumour et ses environs, de les mettre en confiance. Donc il va falloir qu'il y ait un déploiement massif militaire. Si on n'anticipe pas sur les actions meurtrières de Boko Haram, nous serons amenés à gérer des situations beaucoup plus difficiles. Ce rap intervient après le massacre dans la nuit de mercredi à jeudi de 8 civils d'une équipe de foreurs et de techniciens de Foraco dans le village de Toumour, là encore attribué à Boko Haram. La semaine passée, des ONG ont commémoré les 500 jours de l'enlèvement en juillet 2017 de 39 personnes, 33 femmes et 6 garçons par Boko Haram à Ngalewa, un village au nord de Difa. Les ravisseurs avaient également égorgé 9 villageois. Selon une source sécuritaire, les otages de Ngalewa et de Toumour ont pu être conduits dans les zones marécageuses et difficiles d'accès du lac Tchad, situé à cheval entre le Niger, le Tchad et le Nigeria. Difa est le théâtre de nombreuses attaques de Boko Haram depuis février 2015. Au moins 5 soldats et 5 civils nigériens y avaient été tués en janvier et en mars. La commune de Toumour, à elle seule, a subi une dizaine d'attaques sanglantes de Boko Haram, a déploré un habitant. En 2016, la culture du poivron, un pilier de l'économie locale, avait été de nouveau autorisée après 2 ans d'interdiction dans la région où cette filière est soupçonnée de financer les activités des islamistes. En revanche, les activités agricoles ne sont pas encore autorisées sur les terres fertiles trop proches de la frontière nigériane, d'après les autorités. En octobre, le Parlement a reconduit l'état d'urgence imposé dans la région depuis 2016. Après, quand on aura fini ici, vous allez vous retirer pour parler. Pour lui, l'État français ne fait pas assez. Le fils de Sophie Petronin attend plus de la France. Sébastien Chado Petronin a entamé il y a une semaine un voyage au Sahel pour tenter d'intercéder en faveur de la libération de sa mère, humanité française, détenue au Mali depuis maintenant 2 ans. Emmanuel Macron doit clarifier sa position sur l'éventuelle rançon pour libérer Sophie Petronin, otage française détenue au Mali depuis près de 2 ans, a réclamé samedi soir son fils Sébastien Chado Petronin. Définitivement non, mon État ne fait pas assez. Il nous fait savoir que tous les moyens sont mobilisés, mais on n'a pas d'explication et on n'a pas de concret. Donc tous les moyens sont mobilisés, oui, c'est-à-dire que l'État français fait des recherches, essaye de localiser ma mère, essaye de déterminer avec précision qui détient ma mère, qui est responsable de son sort, qui est notre interlocuteur, mais tout ça ne suffit pas. Sébastien a entamé il y a une semaine un voyage au Sahel pour tenter d'intercéder en faveur de la libération de sa mère après un récent message vidéo très alarmant des ravisseurs. Concernant la question des rançons, je demande à M. Macron de clarifier sa position, a-t-il dit. L'État français n'a pas mis en place
le mécanisme de communication. Et c'est pourquoi je me rends sur place et je ne me vois pas possible de rentrer en France tant que je n'ai pas réussi à mettre en place ce mécanisme de communication. Dans une vidéo reçue le 11 novembre, l'otage française n'apparaît pas, c'est uniquement un message des gens qui la détiennent. On la voit en photo, elle est sur fond d'écran et elle est alitée, avait alors décrit son fils en qualifiant d'extrêmement préoccupant le contenu de ce message. Monsieur Macron a le droit de sacrifier l'otage en sa qualité de chef des armées, mais le sacrifice est la résultante d'un refus de négociation. Donc il a aussi un devoir de transparence et je crois que dans la situation d'urgence où on a tous peur qu'elle soit en train de mourir, s'il a un refus de négociation, je pense qu'il est temps maintenant de l'acter, à affirmer son fils. Tous les Français et le président et même les gens qui sont en face de nous, les djihadistes, personne ne veut qu'elle meure. Donc on doit maintenant prendre la mesure de l'urgence et trouver une solution rapide. La dernière vidéo où apparaissait l'otage de 73 ans, longue de 7 minutes, a été reçue mi-juin et il y apparaissait très fatigué et le visage émacié et en appelait au chef de l'État. La septuagénaire, qui au moment de son enlèvement à Gao au Nord Mali, le 24 décembre 2016, dirigeait une association d'aide aux orphelins, affirmait dans sa dernière vidéo redouter de devenir une otage sacrifiée après avoir été une otage oubliée. Et tout autre chose à présent, Tunisie, manifestation contre la venue du prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, attendu mardi à Tunis dans le cadre de sa première tournée à l'étranger depuis le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. La secrétaire générale du syndicat national des journalistes tunisiens appelle lors d'une conférence de presse donnée à Tunis à saboter cette tournée. Détail dans cet élément. Des syndicats et associations en Tunisie ont appelé à manifester lundi contre la venue du prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, attendu mardi à Tunis dans le cadre de sa première tournée à l'étranger depuis le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. L'éditorialiste saoudien critique du pouvoir a été tué et démembré le 2 octobre au consulat de son pays à Istanbul, un meurtre qui a terni l'image de l'Arabie saoudite, notamment celle du prince héritier accusé par la presse et des responsables turcs d'avoir donné l'ordre de le tuer. Mohammed Ben Salman, qui s'est rendu aux Émirats arabes unis puis à Bahreïn, est attendu pour quelques heures mardi à Tunis selon la présidence tunisienne. Sa visite sera la première d'un membre de la famille royale depuis la révolution de 2011 en Tunisie, qui a chassé au pouvoir Zine El Abidine Ben Ali, réfugié depuis en Arabie saoudite. Le SNJT et une dizaine d'organisations, dont la Ligue des droits de l'homme ou l'Association des femmes démocrates, ont appelé à manifester lundi et mardi à Tunis. Alors, nous avons organisé cette conférence de presse aujourd'hui avec la société civile, avec le représentant et représentante de la société civile pour exprimer notre refus total et notre dénonciation de la visite du prince héritier saoudien El Saoud. Des organisations estudiantines ont aussi appelé à manifester mardi à Tunis et à Sfax. Dans une lettre ouverte à la présidence tunisienne, le SNJT a dénoncé cette visite comme une violation flagrante des principes de notre révolution. Bien sûr que c'est un danger pour la transition démocratique, parce que dans un pays qui est la Tunisie, qui avance vers la démocratie, qui veut faire une société démocrate, donc on ne peut pas accepter de recevoir ou d'accueillir un prince héritier donc douteux. La Fédération internationale des journalistes a soutenu la position courageuse du SNJT dans une lettre adressée à ce syndicat. Début octobre, l'armée de l'air tunisienne a mené en Tunisie les premières manœuvres jamais organisées avec les forces saoudiennes et qui avaient été vivement critiquées par des ONG locales. Après le naufrage d'un bateau de plaisance sur le lac Victoria, les recherches pour trouver des survivants se poursuivent. Une trentaine de personnes sont mortes et plus de 60 autres sont sans doute noyées lors du premier accident de ce genre en Ouganda. Une rénovation pas au point afin de profiter de la saison rentable des fêtes de fin d'année serait la cause de ce drame selon des témoins. Le navire à bord duquel se trouvaient près d'une centaine de personnes qui buvaient, dansaient et écoutaient de la musique a coulé samedi par mauvais temps lors du dernier naufrage en date sur le plus grand lac d'Afrique. 30 corps ont été retrouvés et 27 personnes secourues, a déclaré une porte-parole de la police, précisant que le drame s'était produit à 150 mètres seulement du rivage. Now we are searching for the dead.
Nous cherchons les morts et d'après les renseignements fournis par les témoins, ils disent qu'il y avait environ 120 personnes. C'est d'après les témoins. Et jusqu'à présent, nous avons récupéré que 28 corps, ce qui signifie qu'un très grand nombre est toujours piégé sous les eaux. D'après ce que disent les survivants, c'est à cause de l'état mécanique du bateau. Et bien sûr, l'eau était agitée ce soir-là. Le bateau, décoré de dents de requin peintes sur la proue, a coulé au large de Mutima, dans le district de Mukono, près de la capitale Kampala. Selon différents responsables et témoignages, la surcharge et le mauvais temps sont probablement à l'origine de l'accident. Facteur aggravant, les secours auraient tardé à intervenir, beaucoup de gens ne savaient pas nager et avaient trop bu. D'autres ont aussi affirmé que le bateau avait pu être remis rapidement en service après une remise en état afin de profiter des fêtes de fin d'année. Les secours ont été lents à réagir. Des pêcheurs ont essayé de secourir les naufragés, mais figurent parmi les victimes. Selon des riverains, le bateau dont le propriétaire et sa femme ont péri dans l'accident était loué pour des fêtes tous les week-ends et souvent surchargé. Dimanche matin, le centre de loisirs de Mutima Country Haven avait été transformé en morgue où la police rassemblait les corps des victimes. Le porte-parole de la police, Emiliana Kayima, a déclaré que les recherches de survivants se poursuivaient. D'une superficie de 70 000 km², le lac Victoria a à peu près la taille de l'Irlande et se partage entre la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya. Il n'est pas rare que des ferries chavirent et le nombre de décès est souvent élevé en raison d'une pénurie de gilets de sauvetage et du fait que de nombreux passagers ne savent pas nager. Rencontre entre ministres égyptiens et soudanais de la défense Mohamed Ahmed, Zaki et son homologue soudanais Ahmed Awad Ibn Aouf ont échangé à Khartoum. Les ministres ont signé un accord de coopération entre leurs deux pays. Omniprésence de l'Église catholique et des références à Dieu, la religion joue un rôle clé dans la campagne et les rapports de force politique pour les élections cruciales prévues le 23 décembre prochain en République démocratique du Congo. Le nouvel archevêque de Kinshasa, Monseigneur Fridolin Ambango, lance un vibrant appel à la conscience patriotique devant plusieurs dizaines de milliers de fidèles. Omniprésence de l'Église catholique et des références à Dieu. La religion joue un rôle clé dans la campagne et les rapports de force politique pour les élections cruciales prévues le 23 décembre en République démocratique du Congo. Dimanche, devant plusieurs dizaines de milliers de fidèles, le nouvel archevêque de Kinshasa, Monseigneur Fridolin Ambongo, a lancé un vibrant appel à la conscience patriotique de notre peuple pour ne pas céder à la provocation et à la violence, surtout verbale, pendant cette période de campagne électorale. C'est dans cet esprit d'unité et de communion que je lance un vibrant appel à la conscience patriotique de notre peuple à ne pas céder à la provocation et à la violence, surtout verbale, pendant cette période de campagne électorale. Monseigneur Ambongo a plaidé pour l'unité sans aucune discrimination de province, d'ethnie, d'opinion politique, de conditions sociales et économiques lors d'une messe géante en plein air, marquant le début de son nouveau ministère. Par la grâce de Dieu et la sollicitude du siège apostolique, j'inaugure mon ministère de pasteur propre de l'église Famille de Dieu qui est à Kinshasa. Dans la foule se trouvaient deux des trois principaux candidats à l'élection présidentielle. Le candidat du pouvoir, Emmanuel Ramazani Chadari, et un opposant, Martin Fayoulou. Le nouvel archevêque prend le relais du charismatique cardinal Laurent Monzengo, 79 ans. Les catholiques ont été en première ligne pour demander au président Kabila de quitter le pouvoir, ce qu'il s'apprête à faire alors que son dernier mandat a expiré en décembre 2016. Une quinzaine de personnes ont été tuées en début d'année lors de 3 marches de catholiques sur ce mot d'ordre. À l'orée d'une campagne de tous les dangers, les évêques congolais ont repris leur bâton de pèlerin et demandé vendredi des élections crédibles pour une véritable alternance démocratique. La RDC est un État laïque, mais la religion est omniprésente dans le quotidien des 80 millions de Congolais. Culte catholique, protestant,
équipe banguiste, église du réveil, radio chrétienne, louange à Dieu ou au Christ, jusque les profils de nombreux jeunes Congolais et Congolaises sur les réseaux sociaux. Fin 2016, c'est la conférence épiscopale qui avait parrainé l'accord de la Saint-Sylvestre pour éviter une effusion de sang en raison du maintien au pouvoir du président Kabila au-delà de son dernier mandat. Au Niger, l'opposition politique a donné sa version des faits par rapport au blocus dans le dialogue politique avec en toile de fond le processus électoral pour 2021 à travers une déclaration, l'opposition exige du gouvernement un dialogue inclusif. Écoutons Falke Bacharou, membre de l'opposition. Pratique honteuse observée pendant les élections de 2015-2016 est caractérisée par des listes électorales tronquées, des bureaux de vote fictifs, des votes par témoignage, l'immixtion des autorités administratives, la manipulation des résultats et autres dans le processus électoral, toutes choses rendues possibles par l'utilisation des articles susvisés, constituent un moyen sûr pour gagner les élections. Rappelons que les dispositions des articles 8, 12, 80 et 81 sont essentiellement à la base du retrait de l'opposition politique du comité ad hoc mis en place. Toute la communication faite par le pouvoir visant simplement à focaliser l'attention de l'opinion sur l'article 8 afin de laisser croire qu'il s'agit là d'un point de fixation de l'opposition était veine perdue. En réalité, cette communication visait à évacuer allègrement toute la manipulation autour du traitement du dossier dit supposition d'enfants. C'est pourquoi l'opposition politique exige 1. L'organisation d'un dialogue inclusif en présence des témoins nationaux et internationaux. 2. La mise en place d'un dispositif de suivi des décisions du dialogue avec l'accompagnement des partenaires en vue d'en assurer l'effectivité. 3. La réhabilitation du CNDP comme organe d'échange et de consensus de la classe politique. Cheikh Ahmed Al-Hassan Sanou dit Iron Bibi de souffre-douleur à homme le plus fort du Burkina, puis du monde. Iron Bibi, champion du monde de log lift, est l'un des hommes les plus forts du monde, originaire du Burkina Faso. Il souhaite y développer cette discipline pour canaliser la force des jeunes. Cela se passe à Bobo-Dioulasso. 180 kg, 1m90, 63 cm de tour de bras. Cheikh Ahmed Al-Hassan Sanou, dit Iron Bibi, est l'un des athlètes les plus forts au monde. Il est originaire de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. Actuellement, je suis reconnu comme l'un des plus forts quand il s'agit de la force des épaules. Et c'est dur pour quelqu'un de m'arrêter dans cette épreuve. Sacré champion du monde de log lift en soulevant 213 kg avec ses épaules, la corpulence d'Iron Bibi n'a pas toujours été facile à vivre, surtout auprès de ses camarades d'école. Très souvent, les gens de cette corpulence, ils sont violents. Ils tapent les enfants. Mais lui, au contraire, il est très gentil, très doux. Ça fait que souvent, les enfants se moquaient de lui. Aujourd'hui, Iron Bibi inspire de nombreux jeunes. Abdul Razak a 12 ans. Il s'entraîne dur auprès de son mentor. J'aimerais suivre Iron Bibi, son exemple, pour faire le même parcours que lui. Lorsque la star revient au pays, les Burkinabés l'accueillent en héros. Iron Bibi souhaite développer de nombreux projets. Mon principal projet au Burkina Faso, c'est de créer un centre sportif pour tous les athlètes, pas juste dans mon domaine, et aussi pas juste à Bobo-Dioulasso, partout au Burkina Faso. Et aussi mettre en place des compléments alimentaires, parce qu'il y a une carence de protéines ici. Le prochain défi d'Iron Bibi n'est pas à prendre à la légère. Il veut battre le record du monde de log lift en soulevant 228 kg.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Gardez votre position. Je vous retrouve tout à l'heure à 20h pour une nouvelle édition.